partenaires et agents du service public. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal des Alpes de la Toussaint. Nous irons à Chambéry où le cimetière connecté de Charrière-Neuve permet de localiser les tombes des défunts. Il raconte également la vie des personnalités enterrées dans ce cimetière. Les suites de l'affaire du forcené abattu par des policiers à Échirolles avec la contre-attaque de Maître Gallo. L'avocat des parties civiles sème le doute. Il conteste la version des policiers en remettant en question leur intervention. Et puis la sortie de La Sociale, le nouveau documentaire de Gilles Perret. Le réalisateur haut-savoyard raconte l'histoire de la sécurité sociale et ses héros oubliés. Une utopie toujours d'actualité dont bénéficient 65 millions de Français. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale à 19h30. Ce 1er novembre marque l'entrée des forces irakiennes dans Mossoul, étape déterminante dans la guerre contre le groupe État islamique. Mais la bataille sera longue pour prendre le contrôle total de la ville, fief des islamistes depuis 2 ans. Et puis novembre sans tabac, un défi lancé aux fumeurs, rencontre avec 2 femmes bien déterminées à se passer de cigarettes. C'est la Toussaint et pour l'occasion, la ville de Chambéry en Savoie inaugurait une borne numérique à l'entrée du cimetière de Charrière-Neuve. Un moyen de retrouver rapidement la sépulture d'un défunt en tapant son nom ou encore de retrouver des personnages historiques enterrés dans le cimetière. Nathalie Rapuc, Frédéric Pasquette. Là, vous mettez le nom. D'accord. Voilà, écrivez le nom. Martine accueille le public depuis 15 ans à l'entrée du cimetière de Charrière-Neuve. Depuis plusieurs semaines maintenant, une borne numérique permet de retrouver l'emplacement exact de la tombe en tapant le nom du défunt recherché. De quoi soulager la charge de travail de Martine. La ligne 60, elle est ici. D'habitude, on voyait à peu près 50 à 100 personnes dans une journée et là, on en voit moitié moins. Ceux qui viennent, c'est pour des renseignements beaucoup plus particuliers. 7000 tombes sur 7 hectares, de quoi faire des kilomètres de marche pour retrouver un ou plusieurs défunts. Josette et Christian préfèrent chercher, découvrir. Il est très grand. On était artisans, donc nos clientes, on les cherche, celles-là, mais on les trouve. Je compte les allées et puis voilà, je sais que c'est la 6e allée pour une amie. Certains viennent à la borne numérique après une demi-heure de recherche. Mais les avis sont partagés. Si ça marche, c'est bien, c'est pratique, parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver. J'ai l'impression de me retrouver dans une sorte de supermarché aussi. Vous voyez, tout est organisé comme ça, parce que j'aime beaucoup, moi, le moment de l'errance quand on va dans un cimetière. Mais cet outil numérique permet également de découvrir le patrimoine chambérien. Dans des beaux cimetières comme celui-là, les gens veulent connaître quels sont les personnages célèbres, dans quelle tombe ils sont. Et là, vous appuyez sur personnages célèbres et ça vous dit qui ils sont et où sont leurs tombes. Près de 70 000 âmes reposent en paix dans ce cimetière, soit à peine plus que le nombre d'habitants dans la cité savoyarde. Et à propos de la Toussaint, la Drôme est l'un des départements où l'on dénombre le plus de cimetières familiaux. Il y en a environ 500. Un héritage historique qui date de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Pendant plus d'un siècle, les protestants n'ont pas eu le droit d'enterrer leurs proches dans les cimetières du pays. Vanessa Fise, Stéphane Yvon. Ça, c'est la tombe de mes parents. Et donc, mon père, Pierre Rouchouz, était peintre du Diois. Il a fait 200 à 300 peintures sur le Diois. Voici le cimetière de la famille de Jean-Claude Rouchouz. Un lieu de mémoire, de recueillement cher à ses yeux. Ici, plusieurs générations sont inhumées. C'est une famille d'agriculteurs, bien sûr, paysans de Poyol. Et donc on retrouve toute une histoire, tout un passé. Pour moi, c'est un peu philosophique, mais à partir du moment où on continue à parler de quelqu'un, d'une famille, elle retrouve de la vie. Donc c'est une façon de redonner vie à un cimetière. C'est pas seulement le décès, c'est aussi la vie qui continue. Donc les cimetières qui sont totalement abandonnés, c'est dommage. C'est ici qu'est née l'envie de créer une association pour préserver la mémoire des cimetières familiaux drômois.
Depuis 2012, ses membres recensent ces sites emblématiques des régions à forte présence protestante. 500 ont déjà été recensés, dont plus de la moitié dans le seul Diois. Certains sont encore utilisés, d'autres laissés à l'abandon. Parce que là, la dernière inhumation que tu as vue sur les stèles, c'était 1911. 1911. Donc ça fait quand même un bon siècle. À partir de la guerre, c'est tombé en... Ça n'a plus été entretenu. Ah oui, peut-être que les héritiers de la famille sont morts à la guerre. Ici, finalement, une pensée bien vivace témoigne d'un soin encore apporté. Pour en savoir plus, il faudra faire des recherches auprès des anciens, des cadastres et parfois proposer de l'aide aux ayants droit. On a par exemple des adhérents qui habitent maintenant assez loin du département, mais dont le grand-père ou l'arrière-grand-père est handicapé et puis n'ont pas la force physique, étant vieux, de s'intéresser ou de pouvoir entretenir. Donc ils nous sous-traitent cette fonction pour que la mémoire et que le paysage typique du Diois continue. Aujourd'hui, dans le Diois, un tiers des inhumations ont encore lieu dans ces cimetières familiaux. Une loi qui date de Napoléon autorise toujours à enterrer un proche sur sa terre. Au chapitre faits divers, pour la première fois depuis le début de l'affaire, la famille de Jean-Pierre Ferreira, l'homme abattu par des policiers vendredi soir à Échirolles, s'est exprimé par la voix de son avocat. Maître Gallo, pénaliste grenoblois, a décidé d'allumer une véritable contre-offensive en pointant du doigt les erreurs commises par les policiers grenoblois lors de leur intervention. Jordan Guéant, Gilles Ragri. 5 jours. Depuis vendredi, la famille Ferrara n'avait rien dit. Aujourd'hui, son avocat sort du silence et dénonce une affaire selon lui déjà trop vite menée. On nous assène que la circonstance de la légitime défense serait acquise au point même qu'il s'agirait d'un cas d'école. Mais comment pouvoir le soutenir alors même que cette enquête ne fait que débuter? Or là, sur la seule base des déclarations des policiers, laissés en garde à vue même pas 48 heures, il a été dit de partout qu'ils étaient en légitime défense. Une légitime défense qui resterait à prouver et un scénario plein de zones d'ombre. Voilà les thèses de Maître Gallo. Pour l'avocat, Jean-Pierre Ferrara n'aurait même jamais menacé son voisin. Comment aurait-il pu le faire? Puisque lui, il est au rez-de-chaussée dans son rez-de-jardin, en train de préparer un barbecue, raison pour laquelle il aurait eu à la main une machette afin de casser des cassettes pour alimenter son barbecue, quand les autres voisins sont soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième. D'après les policiers, le voisin a dit avoir vu une arme de poing. Alors, si, lors de son premier appel, il dit ça, que les policiers arrivent dans ces conditions à 3-4 mètres, c'est une mauvaise intervention. Parce que s'ils sont prévenus du fait que cet homme a une arme à la main et qu'ils interviennent comme ça à 3-4 mètres, ça veut dire qu'ils ont décidé de tirer avant même qu'ils ne voient la scène. Et le pénaliste de pointer le contexte national, les manifestations policières, le malaise d'une profession et ses revendications, notamment en matière d'assouplissement de la légitime défense. Je pense que la fébrilité dont ils ont fait preuve n'a pas été suscitée par le comportement de M. Ferrara. Il a été suscité par le contexte, dont ils n'ont pas réussi à faire abstraction. Après 5 jours de silence, ces premiers propos devraient faire l'effet d'une bombe et dramatiser davantage encore l'enquête en cours. Sachez également que l'homme impliqué dans l'accident de voiture qui a fait 2 morts, 2 adolescents de 15 et 16 ans samedi soir à Cessiné en Isère, s'est rendu à la police hier soir. Âgé de 22 ans, il n'a pas de permis de conduire. L'appel à témoins est maintenu pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les précisions sont en ligne sur notre site France 3 Alpes. C'est aujourd'hui le début de la campagne Un mois sans tabac. L'occasion pour les fumeurs d'essayer d'enrayer leur addiction à la cigarette avec la possibilité de se procurer gratuitement un kit d'aide et un accompagnement personnalisé. Ni culpabilisation, ni matraquage sur les dangers de la cigarette. Le mois sans tabac est une méthode très efficace importée d'Angleterre pour encourager les fumeurs à arrêter pendant tout un mois à partir d'aujourd'hui. Pourquoi un mois? Parce que le plus souvent, le fumeur qui essaie d'arrêter craque dès la première semaine, alors qu'après 30 jours d'abstinence, il multiplie par 5 ses chances d'arrêter. C'est aussi un défi collectif. Pour stopper la cigarette, mieux vaut essayer ensemble, en famille ou entre amis. Pour aider les fumeurs, un accompagnement personnalisé est prévu. Ils peuvent retirer gratuitement un kit d'aide à l'arrêt dans les pharmacies ou le recevoir directement à leur domicile. Arrêter la cigarette,
n'est pas facile. 6 mois après une tentative, seuls 3 à 5% des fumeurs ont réussi et la majorité rechute dans les 8 premiers jours. Chaque année, le tabac tue 73 000 personnes en France. Sans cigarettes et sans voiture. Après Bordeaux et Niort, Grenoble s'est lancé dans l'aventure 2 mois sans ma voiture. Une initiative de la Maïf et de Koulikar, le spécialiste de la location de voitures entre particuliers. Depuis 1 mois déjà, une centaine de foyers a décidé de relever le défi. Anne Ediard, Nathalie Rapuc. Tu veux l'autre vélo? Céline a décidé de relever le défi. On va prendre celui-là. Alors là, je vais à la crèche, je l'amène à la crèche ce matin en vélo. Depuis 1 mois, elle pédale beaucoup car elle n'a plus de voiture. T'es prêt? Elle a accepté de la laisser au garage pour tester d'autres modes de déplacement, comme le vélo, mais aussi les transports en commun, le covoiturage ou l'autopartage. L'expérience lui a été proposée par son assureur. Dans la mesure où on est le partenaire de l'économie collaborative, on va s'associer avec ces partenaires-là pour que les gens puissent se déplacer, puissent avoir un mode de déplacement, une mobilité différente, et on ne va pas, entre guillemets, saturer encore la ville avec des voitures et des voitures. Pour l'aider à relever le défi, Céline a accès gratuitement pendant 2 mois au transport en commun de la métro. Elle bénéficie aussi de coupons pour tester l'autopartage avec Koulikar et Citélib. Ça se passe bien, j'aime bien même, je dois dire, je suis devenue assez accro au vélo. Et puis les seules fois où on a un peu râlé, c'est quand il pleut. Quand il pleut et qu'on est avec le petit, avec la remorque et qu'on a vraiment un déplacement à faire. Et puis le week-end quand on a envie d'aller en montagne tout de suite. Il faut mieux prévoir ses déplacements quand même, quand on veut sortir de Grenoble. Des bus à la montagne, il n'y en a pas. On n'a pas un réseau de bus qui nous permet d'aller à la montagne ou alors à certains endroits. Et l'autopartage, vaut mieux prévoir quand même 24 heures, 48 heures avant de réserver la voiture. L'opération 2 mois sans ma voiture a été menée pour la première fois l'an passé à Bordeaux et à Niort avec quelques dizaines de foyers. À Grenoble, elle rencontre un franc succès. 250 volontaires se sont présentés pour une centaine de places. 50% des voitures possédées par les Grenoblois ne sont pas utilisées un jour moyen de semaine. Et ils ont pourtant un coût économique réel dans le portefeuille des familles sans en avoir un usage régulier. Et donc c'est de pouvoir accompagner toutes les personnes qui se questionnent sur le fait de pouvoir vivre sans posséder une voiture et en ayant d'autres usages de mobilité. L'expérience va se poursuivre jusqu'au 3 décembre prochain. À mi-chemin, Céline ne se sent pas prête à abandonner sa voiture complètement, mais elle envisage déjà, pourquoi pas, de la mettre en autopartage. Et dorénavant, qui dit voiture dit vignette. Les amendes ne tomberont qu'à partir du 1er janvier 2017, mais c'est aujourd'hui, 1er novembre, que la vignette anti-pollution entre en application dans les grandes villes du territoire français. Les véhicules les plus polluants seront davantage taxés dans les centres-villes. Une mesure particulièrement attendue à Grenoble, réputée pour son taux de pollution très élevé. Jordan Guéant. Et oui, à Grenoble, ce genre de mesure était très attendu. Il faut dire que la ville est particulièrement sujette au pic de pollution. Le record, c'était en 2013 avec 45 jours dans l'année. Une situation d'autant plus alarmante qu'une récente étude scientifique a confirmé qu'un Grenoblois meurt tous les 3 jours d'une maladie liée à la pollution atmosphérique. Les élus se devaient donc de réagir, d'autant que la ville est gérée par un maire écologiste. La première réponse, ce sont donc ces vignettes. La deuxième réponse sera encore plus impressionnante. D'ici quelques mois, le grand boulevard que vous voyez derrière moi sera ainsi fermé à la circulation automobile pour être réservé aux bus et aux vélos dans le cadre d'une grande refonte du plan de transport au sein de l'agglomération. Merci Jordan Guéant. Et on passe au rugby. Après leur lourde défaite 42-12 face à Toulon en top 14, les rugbymen grenoblois se sont vite remis au travail avant un déplacement périlleux ce week-end à Clermont-Ferrand. Ce matin, à l'entraînement, les joueurs ont repris les fondamentaux. Une façon aussi de resserrer les coudes et souder l'équipe qui stagne en bas du classement général. Jérôme Ducrot, Vincent Abran. La mêlée, c'était leur force. Aujourd'hui, c'est leur point faible. Filmés sur tous les angles, les joueurs ont longuement travaillé ce secteur de jeu pendant la séance d'entraînement. La lourde défaite face à Toulon a été très mal vécue. Alors, pas de jour férié au FCG.
Simplement sur le match de Toulon, on prend 19 ou 20 points, 21 points sur mêlée. Donc voilà, c'est très difficile à ce niveau-là d'exister quand tu n'as pas de mêlée. Malheureusement, ça a été le cas à Toulon. On a envie aussi de retrouver notre identité là-dessus. Grenoble, c'était un pack qui était redouté. Et voilà, c'était très important pour nous parce que voilà, c'est un sentiment un peu de honte qui s'est passé ce week-end. Je ne supporte pas ça, il faut qu'on puisse se regarder dans le miroir. En tout cas, qu'on envoie d'autres signaux ce week-end. Ce week-end, le pack devra être solide, les lignes arrières agressives. L'adversaire, c'est Clermont. On s'attend à un gros défi encore une fois. Maintenant, il faut se focaliser un peu sur nous et voilà, essayer de rectifier, regagner de la confiance dans certains domaines pour faire un bon match. Clermont, c'est l'équipe en forme du moment, avec une seule défaite au compteur depuis le début de la saison face à Toulon. Jonathan Winiewski, le demi d'ouverture du FCG, reste tout de même optimiste. On sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme qui est revenu, on démarre vraiment notre saison, on se rend compte aussi que tout le monde nous annonce en Pro 2, on est soi-disant mort pour tout le monde, mais on est à 4 points du maintien, donc 4 points c'est une victoire et voilà, donc aujourd'hui dans la situation où on est, on va rentrer sur tous les terrains, que ce soit domicile ou extérieur, avec l'envie de faire un bon match et de prendre tout ce qu'on peut prendre et puis on fera le bilan plus tard. Coup d'envoi samedi à 18h30 au stade Marcel Michelin, gagné à Clermont serait un exploit. Cinéma avec le nouveau documentaire du Haut-Savoyard Gilles Perret. S'il y a eu quelques avant-premières dans le département, la sortie officielle est prévue le 9 novembre. Ce film militant raconte l'histoire de la sécurité sociale et les difficultés qu'elle traverse depuis sa création jusqu'à nos jours. Ariane Comsavary, Maxime Kemener. C'est l'histoire d'une conquête menée il y a 70 ans par la classe ouvrière. Une histoire étonnamment peu racontée jusqu'ici. Celle de la sécurité sociale. Elle a vraiment libéré les catégories les plus basses de la société de ce sentiment d'insécurité qui était un véritable cancer de la société française. Tout à coup, les corps se sont relevés. Et moi, je voyais l'effet de cette sécurité sociale dans la chair, même dans les yeux même des gens qui m'entouraient. Tout à coup, ils retrouvaient ce qui leur manquait, c'est-à-dire la dignité. Film pédagogique et militant, La Sociale, dernier opus du réalisateur haut-savoyard Gilles Perret, réhabilite une institution souvent décriée. Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Camarades! L'idée de vouloir tous se protéger collectivement, tous cotiser pour se protéger collectivement, c'est quand même chouette comme histoire. Et c'est beaucoup plus beau que ce qu'on nous raconte au quotidien sur la sécurité sociale, qui serait quelque chose qui ne marche pas, que c'est un trou ou ce sont des feignants qui y travaillent. Je trouve qu'il y avait une autre histoire à raconter et qui est beaucoup plus humaniste pour le coup. Archives inédites, témoignages rares. La Sociale rend hommage aux pères fondateurs de l'État-providence comme Ambroise Croizat, ministre du Travail à la sortie de la guerre. La plus belle chose que je me souviens, c'est d'avoir récupéré mon papa. Mais j'étais collante, j'étais genre collante. On le voit là que je suis collante. Ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup dans ce film, c'est les images d'archives qui nous montrent des personnes qui sont belles au bon sens du terme. Des personnages qui ont sacrifié beaucoup de choses tout au long de leur vie pour le bien commun, pour le bien de tous et pour de la fraternité, de la solidarité. À l'occasion de sa sortie en salle le 9 novembre, de nombreux débats sont organisés. Nul doute que ce film engagé en suscitera. Et maintenant, le deuxième volet de notre série sur les chats, avec un gros plan sur un gros matou qui est apparu en Europe dans les années 80, le Maine Coon, venu des États-Unis. Ce chat de race est de plus en plus recherché en France et les élevages se sont multipliés dans notre région. Exemple, au Bourget-du-Lac, en Savoie. Gilles Ragri, Franck Serroni. Le chien, c'est pour faire diversion. Bonjour, bienvenue à Chadivarius, vous me suivez? Clarisse Tizy est plutôt versée dans les chats. Voilà, la maison des garçons. Des mâles de race Maine Coon. Maine car ils viennent de cet état d'Amérique. Donc ça c'est hors-la-loi, c'est un de mes gros mâles. Et Coon car selon une légende, il serait croisé avec un raton laveur. Coon en anglais familier. Surtout, ils sont connus pour être les plus grands chats du monde. Voilà, au niveau du corps, il doit être rectangulaire, haut sur pattes, avec une longue queue fournie, des oreilles, des plumets aux bouts d'oreilles. Il doit avoir un profil qui est cassé, un menton fort et un gros carré quand on le regarde de face.
Le doux géant, c'est le surnom du Maine Coon, c'est un grand chat puissant et gentil. Et ce caractère, il faut absolument le préserver. C'est un chat extrêmement affectueux et très docile. Tiens, voilà Max, avec les copains dans l'enclos extérieur. Clarisse a parcouru les routes de France et les expositions félines avec lui, glanant quelques prix au passage. Mais elle est passée au stade supérieur en décidant de faire son propre élevage. Pour cela, il faut aussi des femelles, évidemment. Si les matous doivent rester dehors, les femelles, elles, vivent à l'intérieur de la maison. Une dizaine de femelles, presque toutes des Maine Coon, qui partagent le quotidien de la famille. Je ne conçois pas l'élevage autrement que de vivre avec mes chats. Enfin, j'aime d'abord les chats avant d'aimer l'élevage et j'aime vivre avec mes chats avant d'aimer reproduire mes chats. Donc je préfère vivre avec mes chats et l'élevage passe après. Dans la première chambre, des chatons de 2 mois et 2 kilos déjà. Ils sont le fruit d'un mariage entre 2 adultes sélectionnés par Clarisse pour faire naître de beaux spécimens. La reproduction est le principal travail de l'élevage. Ils sont aussi sélectionnés en élevage pour le pédigré. C'est important, il faut savoir que nous, éleveurs, on lit les pédigrés, on choisit nos chats en fonction du pédigré et des lignées qui sont derrière. Et ça nous permet aussi on regarde beaucoup les parents, parce que ça nous donne une idée de ce que va devenir le chat plus tard. Les petits derniers ont à peine 1 mois. Le biberon permettra à la mère de ne pas perdre trop de force et aux petits d'être bien nourris. Ce luxe de détail a un prix. Un chaton Maine Coon est vendu aux alentours de 1 200 €. Et dire que certains les achètent pour les exposer dans des bistrots. Et oui, dans des bars, mais c'est une autre histoire que nous verrons demain, même lieu, même heure. Retour en Isère, où les grottes de la Balme profitent d'Halloween pour organiser des visites à thème. Balmoween, c'est le nom d'un jeu de piste nocturne et souterrain auquel près de 3000 personnes ont participé en 3 jours. Hier soir, Sylvie Cozzolino et Pierre Lachaud se sont mêlés aux monstres effrayants et autres créatures de cauchemar. La nuit vient de tomber, la brume enveloppe les grottes, qui aimantent un peuple de l'ombre. Ce soir, ils seront près de 700 à se soumettre au rituel halloweenesque des grottes de la Balme, imaginé par un homme à l'esprit espiègle. Les grottes sont synonymes quelque part justement de mystère, d'émotion, de suspense, comme le veut un petit peu la fête d'Halloween. Et puis la fête d'Halloween, c'est associé à tout ce qui est entre autres chauves-souris. Et nous, on a plus de 22 espèces de chauves-souris dans les grottes. Un peu compliqué de les voir pendant l'animation parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais ça coulait de source qu'on fasse une animation pour Halloween. Alors ce soir, vous allez devoir partir à la recherche de la sorcière Balmora, qui s'est cachée dans la grotte. Et pour cela, il faut déambuler, monter et descendre des escaliers, trouver des indices près du lac ou au voile de la mariée, écouter et surtout observer la majesté des lieux. C'est joli, par exemple la cascade qui se trouve juste là, moi je la trouve jolie, puis c'est assez sympa de venir. Il y a des petits chemins étroits, moi j'aime bien. On cherche des indices. Et les parcours. Quand c'est vraiment serré. Et quand c'est serré et que les gros ils n'arrivent pas à passer. Il y a du courant d'air des fois. Ouais, on dirait qu'on est comme dans les petites chaumières quand la bougie elle s'éteint. Tous ont bien retrouvé la sorcière Balmora au fond de la grotte, au terme d'1 kilomètre de déambulation unique. Et autant vous le dire, personne n'a eu vraiment peur. D'ailleurs, ce n'était pas le but. C'est difficile à être vraiment méchante quand même. Oui, c'est pas évident d'être sorcière. C'est vraiment pas un métier très très facile, je peux vous dire. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures pleines de mystères et de magie. Et voilà pour l'information de votre région. À suivre les prévisions météo et l'édition nationale. Je vous trouve demain.